Chapitre 1. Les fondations. Vincent Vince Morrison avait toujours été un homme de peu de mots et aux gestes calculés. À 52 ans, ses tempes grisonnantes et ses mains burinées racontaient l'histoire de 3 décennies passées dans la gestion du bâtiment, bâtissant tout, des centres commerciaux aux complexes hôteliers de luxe. Ce que les gens ignoraient, c'est que la véritable expertise de Vince ne résidait pas seulement dans la création de structures, mais dans la compréhension de leur fabrication, et les vis s'écroulent avec une précision chirurgicale. Assis dans son bureau à domicile, il examinait les plans définitifs du complexe commercial Grandview, son dernier projet avant la retraite. L'ironie ne lui échappait pas, il avait passé sa carrière à construire des choses qui lui survivraient. Alors que son propre mariage pourrissait de l'intérieur depuis des années, Linda Morrison traversait la maison avec aisance comme si elle lui appartenait, ce qui, techniquement, était le cas grâce à leur copropriété. À 45 ans, elle entretenait sa silhouette avec ses mèches blondes et sa dévotion religieuse. Ses talons claquaient sur le parquet tandis qu'elle se préparait pour une autre réunion du club de lecture dont Vince savait pertinemment qu'elle n'avait rien à voir avec la littérature. « Je serai en retard ce soir », cria-t-elle sans prendre la peine de le regarder. « Les filles veulent essayer ce nouveau bar à vin du centre-ville. » Vince hocha la tête sans lever les yeux de ses papiers. Il avait appris des années auparavant que reconnaître ses mensonges ne valait pas la peine de dépenser autant d'énergie. Leur fils Tyler, aujourd'hui âgé de 23 ans et fraîchement sorti de l'université avec un diplôme de commerce qu'il n'avait jamais utilisé, était affalé sur le canapé du salon, parcourant les pages de son téléphone avec l'intensité d'une opération du cerveau. « Papa, je peux t'emprunter 200 ? Je retrouve des amis ce soir, dit Tyler sans quitter l'écran des yeux. Il y a du liquide dans le tiroir de la cuisine, répondit Vince. C'était toujours la même routine. Tyler prenait l'argent, disparaissait pour le week-end et revenait avec des histoires d'opportunités et de relations qui ne se concrétisaient jamais en quoi que ce soit qui ressemble à une responsabilité. La maison Morrison était devenue une machine bien huilée d'indifférence mutuelle. Chaque membre jouait son rôle avec une précision d'expert. Vince fournissait l'argent, Linda offrait le simulacre de mariage, et Tyler fournissait. Eh bien, Tyler offrait la déception avec une constance admirable. Mais Vince avait adopté un tout autre jeu depuis 18 mois. Depuis qu'il avait découvert la liaison de Linda avec Robert Bobillet, le magnate de l'immobilier qui courtisait son entreprise de construction en vue d'une éventuelle fusion. Bobby était tout ce que Linda recherchait apparemment chez un homme. Il était à pas accent graveleuil, bruyant et suffisamment riche pour attirer son attention d'une manière que le succès régulier et discret de Vince ne pourrait jamais lui offrir. La découverte avait été fortuite. Un déjeuner oublié au bureau de Bobby. Une secrétaire qui avait pris Vince pour un livreur, la porte déverrouillée révélant Linda penchée sur le bureau de Bobby, dans une position qui n'avait rien à voir avec l'examen des titres de propriété. Au lieu de la rage que la plupart des hommes ressentiraient, Vince avait ressenti quelque chose de plus froid et de plus dangereux. La clarté. Il était parti ce jour-là sans dire un mot, sans les affronter, sans même laisser transparaître le choc sur son visage. Au lieu de cela, il était rentré chez lui et avait commencé à planifier. Parce que Vincent Morrison comprenait quelque chose que Bobby et sa femme infidèle ignoraient. Les effondrements les plus dévastateurs commençaient toujours par une simple fissure soigneusement creusée dans les fondations. Au cours des 18 mois suivants, Vince avait discrètement restructuré sa vie, tel un maître architecte redessinant un bâtiment. Il avait transféré de l'argent, ajusté des contrats et placé des pièces sur un échiquier sur lequel Linda et Bobby ignoraient même qu'ils jouaient. Chaque réunion du club de lecture, chaque week-end où Tyler disparaissait, chaque appel de Bobby au sujet de la fusion potentielle, Vince consignait tout. La fête de départ à la retraite était une idée de Linda. Bien sûr, elle avait insisté pour l'organiser chez eux, invitant collègues, amis et famille pour célébrer les 30 ans de Vince dans la construction. Ce qu'elle ignorait, c'est que Vince comptait les jours depuis des mois, sachant que ce serait le décor idéal pour le premier acte de sa vengeance. À l'approche de la soirée, Vince ajusta sa cravate devant le miroir de la chambre. Derrière lui, Linda peaufinait son maquillage, se préparant à jouer une dernière fois le rôle de l'épouse dévouée. « Tu es impeccable pour un vieil homme, dit-elle, son reflet lui souriant dans le miroir. « Merci, répondit-il, la voix sans la chaleur d'autrefois. Ce soir, tout allait changer. Ce soir, les fondations qu'il avait discrètement sapées pendant 18 mois allaient enfin commencer à se fissurer. Chapitre 2, l'inspection. La fête de départ à la retraite battait son plein à 19h. Les collègues de Vince chez Morrison Construction remplissaient le jardin, racontant des anecdotes et levant leur verre à l'homme qui avait construit la moitié des immeubles commerciaux du comté.
Linda jouait l'hôtesse parfaite, son rire résonnant tandis qu'elle passait d'un groupe à l'autre, acceptant les compliments sur la maison, la cuisine et la brillante carrière de son mari. Bobby arriva en retard, comme à son habitude. À 48 ans, il se tenait avec l'assurance d'un homme à qui personne d'important n'avait jamais dit non. Son costume sur mesure et sa Rolex reflétaient la lumière du soir tandis qu'il faisait sa tournée, s'amusant à donner des coups de poing dans le dos et à dévoiler ses dernières acquisitions. Pour l'observateur non averti, il n'était qu'un collègue de plus rendant hommage à un collègue partant à la retraite. Pour Vince, il était une cible qui venait de se présenter. Tyler était venu avec sa petite amie, Amanda Patterson, une diplômée en marketing de 22 ans qui travaillait dans l'agence de publicité de son père. Elle était plutôt gentille avec ses boucles brunes et son rire nerveux. Mais Vince avait remarqué qu'elle tressaillait chaque fois que Tyler lui parlait en public. Son fils avait hérité du talent de Linda pour la cruauté, même s'il lui manquait sa subtilité. Une sacrée affluence, dit Bobby en s'approchant de Vince près du bar installé sur la terrasse. 30 ans, c'est impressionnant. La plupart des gens dans notre secteur s'épuisent après 20 ans. J'ai toujours été minutieux, répondit Vince en acceptant la poignée de main de Bobby d'une poignée de main qui dura une seconde de trop. Je crois qu'il faut mener les. Pour son attention aux détails et sa volonté de travailler plus dur que quiconque ne s'attendait. Frank Rodriguez avait dit à Vince que Tyler devenait l'un de ses contremaîtres les plus fiables, un jeune homme qui avait donné l'exemple plutôt que le droit. Comment ça va? Demanda Tyler, étudiant les progrès dans le hall principal du centre dans les délais et sous le budget, a répondu Vince. Votre ami Martinez a fait un excellent travail sur les systèmes électriques. Tyler sourit à ça. Martinez était son colocataire, un électricien qui a appris Tyler davantage sur les compétences pratiques au cours de la dernière année qu'il avait appris dans 4 ans de collège. Plus important encore, Martinez avait appris à Tyler à gagner le respect par des compétences plutôt que des connexions. Papa, a dit Tyler, en utilisant le mot pour la première fois depuis des mois, je voulais vous dire quelque chose. Vince a cessé de revoir les plans et a accordé à son fils toute son attention. J'ai économisé de l'argent, a poursuivi Tyler. Pas grand-chose, mais certain chaque mois. Je veux vous rembourser pour l'argent du fonds en fiducie que j'ai gaspillé. Ça va me prendre longtemps, mais je veux rembourser chaque dollar. Vince a étudié le visage de son fils. Pourquoi? Parce que c'était ma responsabilité et moi. Parce que prendre votre argent et le jeter était de vous voler, même si c'était légal. Et parce que je veux savoir que je peux gagner des choses au lieu de les prendre. C'était Vince réalisé la première fois que Tyler avait parlé de prendre la responsabilité de quelque chose sans essayer de justifier ses actions ou de blâmer quelqu'un d'autre. Très bien, Vince a simplement dit. Nous pouvons élaborer un plan de paiement. Tyler hocha la tête avec gratitude. Il y a autre chose. Je pense retourner à l'école, pas pour les affaires, pour l'ingénierie. Frank pense que je pourrais avoir un talent pour la conception structurelle. Qu'est-ce qui vous a intéressé à cela? Tyler a fait un geste vers le centre communautaire prenant forme autour d'eux. Vous regardez travailler sur ce projet, voir comment vous pensez non seulement ce que vous construisez, mais pourquoi vous le construisez et combien de temps il doit durer. Ce n'est pas seulement la construction. C'est créer quelque chose qui sert un but. Vince a senti quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années en pensant à son fils. Fierté. L'ingénierie est un bon travail, a-t-il déclaré. Travail honnête. C'est ce que j'apprends. Tyler a répondu. Ce travail honnête est le seul type qui compte réellement. Ce soir-là, Vince s'est rendu dans l'appartement de Linda. Elle l'a appelé plus tôt dans la semaine en demandant s'il pouvait parler. Il avait accepté, même s'il n'était pas sûr de ce qu'ils devaient encore discuter. Linda l'a rencontré à la porte portant le genre de vêtements simples qu'elle n'avait jamais porté pendant leur mariage. Jean, un pull, maquillage minimal. Elle avait l'air plus âgée que ses 46 ans. Mais il y avait quelque chose dans son expression qui n'avait pas été là auparavant. Paix. Merci d'être venu, a-t-elle dit, le conduisant au petit salon. Je sais que c'est gênant. De quoi vouliez-vous parler? Demanda Vince. Linda s'assit en face de lui, ses mains plissées sur ses genoux. Je voulais te dire que je me marie. Vince haussa un sourcil. Félicitations. Toute personne que je connais, son nom est David Miller. Il est enseignant au lycée où je travaillais comme conseiller. Il est un homme bon, Vince. Rien de tel que Bobby. Je suis content que tu sois heureux, a dit Vince et a découvert qu'il le voulait.
Il sait tout, a poursuivi Linda. À propos de l'affaire, à propos de Bobby, de la fin de notre mariage. Je lui ai tout dit parce que je ne voulais pas commencer quelque chose de nouveau avec des mensonges. C'était sage. Linda sourit tristement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre la différence entre la sagesse et l'intelligence. Je pensais être intelligent, avoir ma liaison, en gardant mes options ouvertes. Je pensais que je pourrais avoir tout ce que je voulais sans que personne ne se blesse. Et maintenant je comprends que chaque choix a un prix, a-t-elle déclaré. Et que le prix de la malhonnêteté est toujours plus élevé que vous ne le pensez. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un moment avant que Linda ne repartît. Vince, a-t-elle dit, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Très bien. Lorsque vous avez détruit Bobby, lorsque vous laissez Tyler faire face à des conséquences, lorsque vous avez divorcé de moi et que vous m'avez laissé avec rien. Essayez-vous de nous apprendre des leçons? Ou vous punissiez-vous simplement? Vince a réfléchi à la question pendant longtemps. Les deux, dit-il finalement. J'étais en colère, Linda. Plus en colère que je n'étais jamais dans ma vie. Et oui, une partie de moi voulait que vous souffriez tous de la façon dont je souffrais. Et l'autre partie voulait que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Cette trahison n'est pas quelque chose dont vous pouvez simplement vous excuser et passer à autre chose. Ce respect et cette confiance une fois perdus doivent être gagnés grâce à des années de comportement cohérent. Linda hocha la tête. Je pense que je comprends cela maintenant. Il a fallu tout perdre, mais je le comprends. Êtes-vous heureux? Demanda Vince. J'apprends à être, a répondu Linda. Pour la première fois de ma vie, je gagne mon propre argent, je prends mes propres décisions, vivant avec les conséquences de mes propres choix. C'est effrayant, mais c'est aussi honnête. Alors que Vince rentrait chez lui, il a réfléchi à ce qui avait changé au cours des 2 années depuis sa fête de retraite. Bobby épurgeait sa peine fédérale dans une prison de sécurité minimale. Sa femme l'avait divorcé et ses enfants le connaissaient à peine. Tyler apprenait à être un homme à travers un travail acharné et une responsabilité. Linda apprenait à trouver le bonheur par l'honnêteté plutôt que la manipulation. Et Vince lui-même avait appris quelque chose d'inattendu. Le fait que la vengeance la plus dévastatrice n'était pas la destruction pour elle-même, mais forçant les gens à affronter la vérité sur eux-mêmes et leurs choix. La maison était différente quand il est entré ce soir-là. Pas vide, mais paisible. Il s'est versé un whisky et s'est assis dans son étude, en regardant la photo encadrée sur son bureau, une photo de la cérémonie révolutionnaire du centre communautaire. En arrière-plan, à peine visible, Tyler pouvait être vu travailler aux côtés des autres membres de l'équipe de construction. Vincent Morrison avait passé sa carrière à construire des structures qui auraient duré des générations. Mais son plus grand projet de construction avait été la reconstruction lente et attentive du caractère de son fils à partir de zéro. Il avait fallu détruire tout ce que Tyler pensait qu'il savait sur lui-même et recommencer avec une base d'honnêteté, de responsabilité et de respect. Certaines structures ne pouvaient être construites que sur les ruines de ce qui a précédé. Et certaines leçons ne pouvaient être apprises que lorsque tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même a été supprimé, ne laissant que le choix entre la croissance et l'effondrement. Vince leva son verre dans un toast silencieux vers le futur. Aux études d'ingénierie de Tyler, à la deuxième chance de Linda à Honest Appin et au centre communautaire qui servirait les familles pour les générations à venir. La fondation était solide maintenant. Tout durerait. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Projet à terme. Le sourire de Bobby s'estompa légèrement, mais il se reprit rapidement. À propos de cette proposition de fusion. Je sais que vous prenez votre retraite, mais nous pourrions peut-être discuter de la transmission de certains de vos contrats et développements. Je ne voudrais pas que toute cette expertise soit gaspillée. J'en suis sûr, dit Vince d'un ton neutre. Dis-moi, Bobby, quelle est ta politique en matière d'intégrité structurelle? La question prit Bobby au dépourvu. Je suis désolé. Lorsque tu acquiers un bien, inspectes-tu d'abord les fondations ou te fies-tu à leur solidité? Bobby rit nerveusement. Eh bien, la diligence raisonnable est importante, mais il faut parfois se fier à son instinct et agir vite sur ce marché. Intéressante philosophie, dit Vince en sirotant une gorgée de whisky. J'ai toujours trouvé que le plus les échecs catastrophiques surviennent quand on suppose que les fondations sont solides sans vraiment vérifier. Avant que Bobby puisse répondre, Linda apparut à ses côtés, sa main effleurant brièvement son bras,
un geste qui paraîtrait innocent à quiconque ne serait pas au courant. Mais Vince savait. Il documentait ses petites intimités depuis des mois. « Bobby, je suis si heureuse que tu aies pu venir », dit Linda d'une voix un peu trop aiguë. Vince me disait juste combien il avait hâte d'avoir plus de temps libre. « J'imagine que vous êtes tous les deux impatients de voir la suite, » dit Bobby, son regard s'attardant sur Linda un instant de trop. « Oh, on a tellement de projets, » répondit Linda, son regard croisant celui de Bob avec une désinvolture d'usage. Vince veut voyager, peut-être acheter un chalet dans un endroit isolé. Vince faillit sourire à ces mots. Linda n'avait jamais exprimé le moindre intérêt à voyager avec lui. Et l'idée d'un chalet isolé était probablement son pire cauchemar, mais c'était une fiction utile, qui soutenait le récit qu'ils avaient tous deux construit sur leur mariage heureux. Le soir venu, Vince les observait tourner en orbite l'un autour de l'autre comme des planètes, sous l'effet d'une force gravitationnelle qu'il croyait invisible. Bobby trouvait des excuses pour toucher l'épaule de Linda lorsqu'il parlait. Linda riait de ses blagues avec un peu trop d'enthousiasme. Ils étaient doués pour ça. Vince devait admettre que s'il ne les avait pas vus dans le bureau de Bobby, il aurait peut-être complètement manqué les signes. Tyler tenait la cour près de la piscine, racontant à un groupe de jeunes employés de son père ses aventures après l'obtention de son diplôme. Amanda se tenait à côté de lui, souriant à cul, mais pâlissant à chaque verre que Tyler buvait. « Le vieux a été bon avec moi », disait Tyler en désignant Vince avec sa bouteille de bière. Mais soyons honnêtes, le bâtiment est un secteur en voie de disparition. Le vrai argent est dans la technologie, les crypto-monnaies, ce genre de choses. J'ai des projets en cours qui vont faire passer ces 30 ans de travail acharné pour de la petite monnaie. L'un des contremaîtres de Vince, un homme au teint allé nommé Frank Rodriguez, Tyler, qui avait travaillé avec Vince pendant 15 ans, secoua la tête. Ton père a bâti tout ce comté, fiston. Ce n'est pas de la petite monnaie. C'est un héritage. Un héritage ne paie pas une Tesla, répondit Tyler avec un rire qui fit tiquer Frank. Vince en avait assez entendu. Il s'excusa de sa conversation avec un groupe de sous-traitants et se dirigea vers l'endroit où son fils se produisait devant son public. Tyler, dit-il doucement. Ou plutôt, le ton était suffisant pour faire légèrement vaciller la bravade de Tyler. Bien sûr, papa. Quoi de neuf? Ils s'éloignèrent du groupe et se dirigèrent vers un coin plus calme du jardin, près du jardin que Linda avait insisté pour installer 3 ans plus tôt. Je crois que tu as assez bu ce soir, dit simplement Vince. Viens, papa. C'est une fête. Je célèbre ton départ à la retraite. Tu célèbres ta propre importance, corrigea Vince. Et tu embarrasses Amanda au passage. Le visage de Tyler rougit. Amanda va bien. Elle sait se gérer. La question est de savoir si tu peux te gérer, répondit Vince. Tu as 23 ans, Tyler. Quand vas-tu commencer à te comporter comme un homme plutôt que comme un enfant en colère contre le monde? Peut-être que lorsque tu commenceras à me traiter comme tel, rétorqua Tyler, la voix légèrement plus haute. Tu m'as freiné toute ma vie, tu m'as tenu sous ta coupe, tu ne m'as jamais laissé l'occasion de faire mes preuves. Vince observa le visage de son fils, voyant les traits de Linda se refléter dans sa mâchoire faible et son air prétentieux. Je t'ai donné toutes les chances du monde. Ce que tu en as fait, c'est ton choix. Pas vrai, dit Tyler avec amertume. Tout est de ma faute. Rien n'est jamais assez bien pour Vincent Morrison. Le père parfait, le mari parfait, la perfection en tout. Je n'ai jamais prétendu être parfait, dit Vince. Mais j'ai toujours gardé ma parole, j'ai payé mes dettes et honoré mes engagements. Peux-tu en dire autant? Le silence de Tyler lui suffisait. Vince se retourna pour s'éloigner, mais la voix de son fils l'arrêta. Tu sais qu'elle te trompe, n'est-ce pas? Vince se retourna lentement, l'air inchangé. Excuse-moi, maman, dit Tyler, enhardi par l'alcool et la frustration envers Bobby. Tout le monde le sait, sauf toi, apparemment. Bon sang, la moitié des personnes présentes à cette fête les ont vus ensemble. L'espace d'un instant, père et fils se regardèrent par-dessus un gouffre qui se creusait depuis des années. Puis Vince hocha la tête comme si Tyler venait de confirmer les prévisions météo. Merci de me l'avoir dit, dit-il simplement. Tyler cligna des yeux, s'attendant visiblement à une réaction différente. C'est tout. C'est tout ce que tu vas dire. Que veux-tu que je dise? Je ne sais pas, mets-toi en colère. Bats-toi pour ton mariage. Fais autre chose que de rester planté là, comme une statue.
Vince réfléchit un instant. Tyler, dit-il finalement, il y a une différence entre se battre pour quelque chose et se battre pour le bien. Tu comprendras ça un jour. Alors qu'il s'éloignait, laissant son fils seul près du jardin, Vince sentit un calme familier l'envahir. Tout était en place. Les fondations étaient prêtes à s'effondrer. Il ne lui manquait plus que le moment idéal pour porter le coup de grâce. Chapitre 3. Le point de rupture. La fête de départ à la retraite était entrée dans sa phase finale à 22 heures. Les invités les plus âgés avaient commencé à partir, prétextant réunions anticipées et obligations familiales, tandis que les plus jeunes s'étaient dirigés vers la piscine où Tyler buvait encore et devenait de plus en plus agressif à chaque bière. Vince se retrouva dans le salon, entouré d'un groupe de ses plus anciens collègues en France. Frank Rodriguez était là, ainsi que plusieurs autres contremaîtres. Chefs de projet qui avaient travaillé avec Vince pendant les années de vache maigre et les années de prospérité. C'étaient des hommes qui comprenaient la valeur du travail acharné et du respect de la parole donnée. Des qualités qui semblaient de plus en plus rares dans la génération de Tyler. À Vince Morrison, dit Frank en levant son verre. Un homme qui construit des choses qui durent. Le groupe leva ses verres en signe d'approbation. Et Vince sentit une chaleur sincère pour ces hommes qu'il avait soutenus pendant 3 décennies de défis. Quoi qu'il advienne ensuite, il avait gagné leur respect honnêtement. Bobby est apparu au bord du groupe. Son visage était rouge d'alcool et sa cravate desserrée, probablement pour paraître décontracté, mais qui donnait une impression négligée. « Ça vous dérange si je trinque ?» répondit Vince, même si ses collègues se décalèrent légèrement pour lui laisser la place avec une réticence évidente. La réputation de Bobby dans le monde de la construction était bien connue. C'était le genre de promoteur qui pressait les entrepreneurs jusqu'au sang, puis s'étonnait lorsque le travail en souffrait. « Vince, dit Bobby, la voix faussement guindée d'un homme qui avait trop bu. Je dois dire que vous avez bâti un empire impressionnant ici. Cette maison, ton entreprise, ta famille, tu as de la chance. » La chance n'y est pour rien, intervint Frank d'un ton froid. Bobby rit. Bon, certes, le travail acharné, tout ça, mais parfois, un homme a besoin de savoir quand il atteint son apogée. Vous savez, quand il est temps de se retirer et de laisser la relève prendre le relais. Le groupe se tut. Même dans le brouillard alcoolique, Bobby sembla comprendre qu'il avait dépassé les bornes, mais au lieu de reculer, il redoubla d'efforts. Sans vouloir offenser Vince, ta génération a eu la vie facile. On pouvait construire un centre commercial et prendre sa retraite avec les bénéfices. De nos jours, il faut des relations visionnaires, la capacité de voir grand, comme coucher avec la femme d'un autre. La question venait de Tyler, qui était apparemment arrivé en titubant depuis la piscine sans que personne ne le remarque. Il avait une voix un peu pâteuse, mais son message était clair comme de l'eau de roche. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Le visage de Bobby devint blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Linda, qui traversait la pièce la foule, saluant les invités, se figea sur le seuil. « Tyler, dit-elle sèchement. Tu es ivre. Monte. » « Est-ce que je me trompe ?» continua Tyler, titubant légèrement, mais gardant son attention sur Bobby. « Tu veux parler de vision et de relations ? Et de la vision de séduire une femme mariée et des relations qui accompagnent les conversations sur l'oreiller. » Les poings de Bobby se serrèrent. « Espèce de petit, je ne sais pas ce que tu crois savoir. Je sais que ma mère te baisse depuis plus d'1 an, dit Tyler d'une voix plus forte. Je sais que tu profites de nos dîners de famille pour soutirer des informations à mon père sur ses contrats, et je sais que tu te crois si intelligent que personne ne l'a deviné. » Linda s'avança vers son fils, le regard meurtrier. Mais la voix de Vince la figea net. « Tyler. » Ce seul mot exprimait une telle autorité que même Tyler, ivre, se tut immédiatement. « Ça suffit. » Vince parcourut la salle du regard, remarquant les visages choqués de ses collègues. L'expression mortifiée d'Amanda et la fureur coupable qui irradiait de Linda et de Bobby. Puis il sourit, d'un air froid et prédateur qui fit reculer tout le monde, sauf Tyler. « Eh bien, dit-il sur le ton de la conversation, c'est gênant. » Bobby essaya de se ressaisir. « Vince, écoute, je ne sais pas quel genre de mensonge ce gamin a raconté, mais Bobby Vince l'interrompit d'une voix toujours calme. « Arrête de parler. » Quelque chose dans son ton fit fermer la bouche de Bobby. Vince se dirigea vers le chariot du bar et se servit un whisky frais, prenant son temps, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir inconfortable. Lorsqu'il se retourna vers la pièce, son expression était presque agréable.
Tu sais, Bobby, tu m'as posé une question sur l'intégrité structurelle, sur la question de savoir si j'inspectais les fondations avant de me fier à leur solidité. Il but une gorgée. Le truc avec les fondations, c'est qu'elles peuvent paraître parfaitement solides vues de la surface. On ne sait jamais qu'il y a un problème avant que toute la structure ne s'effondre. La pomme d'Adam de Bob tressauta tandis qu'il déglutit difficilement. Vince, peu importe ce que tu penses de ce qui se passe. Je ne pense rien, répondit Vince. Je sais exactement ce qui se passe. Je le sais depuis 18 mois. La confession frappa la pièce comme un coup de poing. Le visage de Linda devint blanc comme de la craie et Bobby tituba comme s'il avait été poussé. 18 mois, continua Vince, savourant ses paroles. Voilà le temps que j'ai passé à observer, à documenter les préparatifs. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais rien, Linda? Les réunions tardives, la nouvelle lingerie, la façon dont tu t'es soudainement mise à t'intéresser à la vie de Bobby surtout, du vin au papier peint. La voix de Linda était un murmure. Vince, je peux t'expliquer. Non, dit-il simplement. Tu ne peux pas, car aucune explication n'a d'importance. Tu as fait ton choix. Tous les deux. Tyler, dégrisé par la gravité de ce qu'il avait déclenché, tenta d'intervenir. Papa, je ne voulais pas. Si, tu l'as fait, dit Vince en tournant son attention vers son fils. Tu le voulais absolument. Tu es en colère contre moi depuis des années, Tyler. Et ce soir, tu as enfin trouvé une arme qui te ferait mal. Le problème, c'est que tu es trop stupide pour réaliser que tu viens de couper la corde à laquelle tu étais pendu. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda Tyler, mais sa bravade craquait. Vince termina son verre et le reposa avec une précaution délibérée. Ça veut dire que demain, tu vas apprendre ce que sont les conséquences. Vous tous. Il regarda une dernière fois la pièce autour de lui, observant les visages de ses amis et collègues qui avaient été forcés d'assister à ce vilain spectacle familial. Frank, tu veux bien t'assurer que tout le monde rentre sain et sauf? Je crois que la fête est finie. Frank hocha la tête d'un air sombre. Tu as compris, Vince. Tu as besoin de quoi que ce soit. J'apprécie, dit Vince. Je te recontacterai. Tandis que ses amis commençaient à sortir, lui lançant des regards inquiets, Vince se dirigea vers l'escalier. Il s'arrêta en bas, regardant les trois personnes qu'il avait trahies de différentes manières. Oh, et Bobby, dit-il nonchalamment. Tu devrais peut-être appeler ton avocat demain matin. Tu vas avoir besoin de lui. Bobby retrouva enfin sa voix. Tu me menaces? Vince sourit de nouveau, et cette fois, il n'y avait aucune humanité dans son sourire. Bobby, je ne fais pas de menaces. Je fais des promesses. Et je te promets que d'ici une semaine, tu comprendras exactement ce qui arrive quand tu prends mon silence pour de la faiblesse. Il monta l'escalier sans se retourner, les laissant tous les trois plantés dans les décombres de leurs mensonges. Il entendait la voix de Linda s'élever, paniquée, les tentatives de Bobby pour limiter les dégâts, et Tyler réalisant progressivement qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Vince Morrison avait passé 18 mois à construire le piège parfait. Demain, il le déclencherait. Chapitre 4. Le plan. Vince était réveillé avant l'aube, son horloge interne n'ayant pas été affectée par les révélations de la nuit précédente. Il enfila sa tenue de travail habituelle, un jean, des bottes et une chemise en flanelle qui avait parcouru 1000 chantiers, et se dirigea vers la cuisine. La maison était silencieuse. Linda n'était pas encore couchée, et la voiture de Tyler avait disparu de l'allée. La Porsche de Bobby avait disparu. Il prépara du café et s'assit à la table de la cuisine, étalant une collection de documents récupérés dans son coffre-fort. 18 mois de planification minutieuse l'attendaient, des contrats, des photos, des documents financiers et un calendrier détaillé qui ferait la fierté d'un enquêteur du FBI. Mais il ne s'agissait pas de justice au sens juridique du terme. Il s'agissait de quelque chose de bien plus personnel. Le premier document était un contrat que Tyler avait signé 6 mois plus tôt, cosignant un prêt de 85 000 $ pour financer ce qu'il appelait une entreprise de crypto-monnaie révolutionnaire. Tyler avait utilisé son fonds fiduciaire comme garantie. Le fonds fiduciaire que Vince avait créé et géré, et qui pouvait être dissous à sa discrétion. L'entreprise de crypto-monnaie avait échoué, comme prévu, laissant Tyler responsable d'une dette insolvable et d'une mensualité supérieure à ses revenus inexistants. Le deuxième document était plus intéressant, il s'agissait d'une enquête approfondie sur Robert Hay,
menée par un détective privé engagé par Vince 9 mois auparavant. L'empire financier de Bobby, aussi impressionnant qu'il puisse paraître de l'extérieur, reposait sur des dettes à effet de levier et des prêts abusifs. Il devait de l'argent à des personnes qui n'acceptaient pas les retards de paiement avec élégance, et sa trésorerie dépendait entièrement d'un flux constant de nouveaux projets et de reventes immobilières rapides. Le troisième document était le joyau de la couronne, une analyse détaillée du portefeuille de projets actuels de Bobby, recoupé avec des études d'impact environnemental commandées par Vince auprès de sociétés écrans. 3 des principaux projets de Bobby étaient construits sur des terrains contaminés qui auraient dû être assainis avant la construction. La contamination était suffisamment grave pour déclencher une intervention fédérale si elle était correctement documentée et signalée. Mais le plan de Vince allait plus loin que la ruine financière ou les ennuis judiciaires. Il comprenait que des hommes comme Bobby et Tyler ne réagissaient qu'à l'humiliation personnelle et à la destruction sociale. On pouvait remplacer l'argent. On pouvait surmonter les problèmes juridiques. Mais la réputation et le respect, une fois perdus, étaient presque impossibles à regagner. À 7 heures du matin, le téléphone de Vince sonna. L'afficheur affichait le numéro de Linda. « Bonjour, Vince. Il faut qu'on parle. » La voix de Linda était tendue, épuisée. Tout ça a dégénéré. Je ne pense pas, répondit calmement Vince. Je crois que ça ne fait que commencer. Ne fais pas ça, dit-elle, et il perçut le désespoir dans sa voix. Quoi que tu prépares, ne fais pas ça à notre famille. Notre famille, répéta Vince, Linda, tu as détruit notre famille il y a 18 mois. Je documente juste les dégâts. Tyler ne pensait pas ce qu'il a dit hier soir. Il était ivre. Il était en colère. Tyler pensait chaque mot. Vince l'interrompit. Et il avait raison d'être en colère. Il regarde sa mère ridiculiser son père depuis plus d'1 an. La question est de savoir pourquoi il a choisi hier soir pour enfin dire quelque chose. Linda resta silencieuse un instant. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était plus basse. Il demandait de l'argent à Bobby pour ses investissements, ses dettes. Bob refusait. Vince éprouvait une satisfaction sombre. Tyler n'avait pas révélé sa liaison par indignation morale ou par souci pour son père. Il l'avait fait par dépit après que l'amant de sa mère eut refusé de financer son dernier échec. « Où es-tu maintenant » demanda Vince. « Chez Bobby. »« Nous. Il faut trouver une solution. »« Je t'épargne cette peine, » dit Vince. « Tu vas faire tes valises et quitter ma maison. Aujourd'hui, Tyler peut aussi trouver un autre logement. » Vince, s'il te plaît. Je ne. Terminé, continua-t-il. Tu vas aussi découvrir que les comptes joints ont été gelés dans l'attente d'un audit judiciaire de nos biens matrimoniaux. Les cartes de crédit ont été annulées et la maison, dont tu te souviens qu'elle est dans une fiducie que je contrôle, n'est plus à ta disposition. Il entendit sa respiration haletante. Tu ne peux pas faire ça. Moi, je peux et je l'ai fait. Vérifie ton sac à main, Linda. Essaie d'utiliser ta carte de crédit pour un café en rentrant. Tu trouveras ça très instructif. La ligne se tut, à l'exception de la respiration de plus en plus paniquée de Linda. Pourquoi fais-tu ça, murmura-t-elle. Parce que tu as fait l'erreur de me prendre pour une faible, répondit Vince. Toi, Bobby et Tyler avaient tous fait la même erreur. Tu pensais que parce que je ne criais pas, ne me battais pas et ne faisais pas de scène, j'allais simplement accepter ce que tu m'avais fait. On peut arranger ça, dit Linda d'un ton désespéré. On pourrait aller voir un thérapeute. On peut arranger ça. Non. Vince répondit simplement, on ne peut pas, certaines choses une fois cassées ne peuvent pas être réparées. On ne peut que les vider pour faire place à quelque chose de nouveau. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre. À 8 heures, Vince se rendit à son bureau chez Morrison Construction pour la dernière fois en tant qu'employé actif. Sa secrétaire, Madame Chin, travaillait dans l'entreprise depuis 12 ans et le connaissait suffisamment pour distinguer son humeur habituellement calme d'une situation plus dangereuse. « Monsieur Morrison, dit-elle prudemment. Il y a eu plusieurs appels ce matin. Monsieur a appelé 3 fois et Tyler 2 fois. Je parie que oui, répondit Vince. Madame Chin, j'ai besoin que vous me prépariez quelques documents. Pendant les 2 heures qui suivirent, Vince dicta une série de lettres, de contrats et de notifications légales. Il licencia Tyler dans l'entreprise, avec effet immédiat. Il dissout le fonds fiduciaire de Tyler, parfaitement légal selon les termes que Vince avait établis.
20 ans plus tôt. Il annula la ligne de crédit que l'entreprise de Bob utilisait pour financer rapidement des projets. Une ligne de crédit dont Bobby ignorait l'existence. Soutenue par les actifs de Morrison Construction. Mais le chef-d'œuvre était un rapport détaillé adressé à l'Agence de protection de l'environnement, EPA, documentant le terrain contaminé que Bobby avait aménagé sans assainissement approprié. Ce rapport, méticuleusement documenté et juridiquement solide, allait déclencher une enquête fédérale immédiate qui gèlerait tous les projets en cours de Bobby et l'exposerait à des millions de dollars en frais de nettoyage et en pénalité. À 10 heures, le téléphone de Vince sonna de nouveau. Cette fois, c'était Bobby. La voix de Bob était serrée de rage. « Tu crois pouvoir me détruire pour un mariage, Bobby ?» dit aimablement Vince. « Je n'ai même pas encore commencé à te détruire. Ce que tu ressens maintenant n'est qu'un avant-goût. Je te poursuivrai en justice jusqu'à ce que tu sois condamné. Je te prendrai tout. » « Avec quel argent ?» demanda Vince. « Ta ligne de crédit vient d'être annulée. Ton enquête auprès de l'EPA commence lundi, et je sais que tu as environ 90 jours de retard de paiement envers des personnes très hostiles. Comment comptes-tu financer une guerre juridique contre moi ?» Le silence à l'autre bout du fil expliqua à Vince tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Voilà ce qui va se passer, Bobby. » Vince poursuivit, « Tu vas découvrir que ta réputation dans cette ville ne vaut absolument rien. Les entrepreneurs qui travaillent avec toi vont trouver de meilleures options. Les banques qui financent tes projets vont commencer à te poser des questions gênantes. Et tes créanciers vont commencer à s'impatienter. Tu ne peux pas faire ça, dit Bobby. Mais sa voix avait perdu son mordant. Je l'ai déjà fait, répondit Vince. La seule question maintenant est de savoir combien de temps il te faudra pour comprendre exactement la profondeur du trou que tu as creusé. Vince raccrocha et se tourna vers Madame Chin, qui écoutait avec une stupéfaction croissante. Madame Chin, dit-il, pourriez-vous appeler la Grandview Gazette? Je pense qu'il pourrait être intéressé par un article sur les violations environnementales dans les projets de développement local. Tandis que sa secrétaire prenait le téléphone, Vince autorisa un léger sourire. Les fondations se fissuraient exactement comme il l'avait prévu. Bientôt, toute la structure allait s'effondrer. Chapitre 5, la démolition. Lundi midi, la guerre de Vince était passée de la préparation à la destruction active. Il était assis dans son bureau, travaillant méthodiquement sur une liste de contrôles qui aurait impressionné un stratège militaire. Chaque élément représentait un pilier supplémentaire retiré de la vie de ceux qui l'avaient trahi. Tyler fut le premier à craquer. Il apparut à la porte d'entrée à 00h30, on aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis 2 jours. Son arrogance habituelle avait laissé place à une sorte de panique. « Papa » dit-il quand Vince ouvrit la porte. « Il faut qu'on parle. »« Je ne pense pas » répondit Vince. Mais il s'écarta pour laisser entrer Tyler. Tyler le suivit dans la cuisine, les mains tremblantes, essayant de se calmer. « Écoute, je sais que j'ai merdé à la fête. J'étais saoul. J'étais en colère. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. »« Tu as dit des choses vraies, » corrigea Vince. « Ce n'est pas tout à fait la même chose. »« Mais je ne voulais pas faire exploser ton mariage, » continua Tyler, désespéré. « J'étais juste énervé, je voulais blesser quelqu'un et j'étais la cible la plus facile. » Vince termina, car il savait que je ne riposterais pas. Il savait que je resterais planté là et que je subirais. Le visage de Tyler s'empourpra. « Je ne parle pas de Tyler, » dit Vince en se versant une tasse de café sans en offrir à son fils. « Sais-tu ce que j'ai découvert en dissolvant ton fonds fiduciaire ce matin? » Tyler est devenu blême. « Tu ne peux pas dissoudre mon fonds fiduciaire. C'est mon argent. C'est de l'argent que j'ai mis de côté pour toi, géré par moi, selon des conditions que j'ai établies. Et ces conditions incluent une clause qui me permet de dissoudre le fonds fiduciaire si je détermine que le bénéficiaire utilise les fonds d'une manière préjudiciable à son propre bien-être ou à celui de sa famille. Ce n'est pas légal. C'est parfaitement légal. J'ai fait rédiger ces documents par les meilleurs avocats spécialisés en droit successoral de l'État. Mais voici le plus intéressant, Tyler. En examinant les dépenses récentes du fonds fiduciaire, j'ai découvert des tendances fascinantes. » Vince a sorti un dossier et a étalé plusieurs relevés bancaires sur la table de la cuisine. 85 000 $ à une société appelée Crypto Future Holdings, qui semble avoir disparu. 15 000 $ à un site de poker qui fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour blanchiment d'argent. 22 000 $ de retrait en espèces au cours des 6 derniers mois,
sans aucune trace de leur destination. Tyler était bouche bée. Mais mon coup de cœur, continua Vince, est ce versement de $30 000 à une société appelée Luxury Lifestyle Consulting. Vous voulez deviner quel genre de conseil il propose? Tyler reste silencieux. Service d'escorte. Tyler, des prostituées haut de gamme pour hommes qui veulent se faire passer pour quelqu'un d'important. Tu as dépensé $30 000 de l'argent de la famille pour papa, je peux t'expliquer. Non, dit simplement Vince, tu ne peux pas, car aucune explication ne rend cela acceptable. Tu as brûlé ton argent comme un gagnant de loterie avec des lésions cérébrales, et maintenant tu vas apprendre à quoi ressemble la vie quand la vie est finie. Le désespoir de Tyler laissa place à la colère. D'accord. D'accord. Tu veux détruire ton propre fils à cause des erreurs de maman? Vas-y. Mais ne prétends pas que c'est une question de moralité ou de valeur familiale. C'est une question d'ego. Tu as raison. Vince acquiesça. Il s'agit de mon ego, de mon respect et de mon refus de continuer à soutenir une famille de parasites qui pensent que mon silence est synonyme de faiblesse. Des parasites. La voix de Tyler s'éleva. Je suis ton fils. Tu es un homme de 23 ans qui n'a jamais eu de vrai travail, qui n'a jamais payé ses factures et qui, apparemment, considère les prostituées comme une dépense professionnelle légitime. Que suis-je censé chérir dans cette relation? Tyler fixa son père un long moment, et Vince vit l'instant précis où la dernière illusion de son fils se brisa. Tyler avait toujours pensé que quoi qu'il fasse, quelle que soit sa mauvaise conduite, son père finirait par lui pardonner et le tirer d'affaire. Maintenant, il réalisait que cette supposition était catastrophiquement fausse. Tu vas vraiment me jeter à la poubelle, dit Tyler doucement. À cause de maman et de Bobby. Je ne te jette pas à cause d'eux, répondit Vince. Je te jette à la poubelle à cause de ce que tu as choisi d'être. L'aventure de ta mère n'a été que le catalyseur. Le vrai problème, c'est que tu es un homme sans caractère, sans intégrité et sans respect pour personne d'autre que toi-même. Le visage de Tyler se tordit de rage et de douleur. Eh bien, toi aussi, papa. J'espère que tu es heureux, assis seul dans cette maison, à compter ton argent et à te féliciter de ta droiture. Je le serai, dit Vince. Merci de ta question. Tyler sortit en trombe, claquant la porte si fort que les vitres claquèrent. Vince regarda par la fenêtre de la cuisine son fils monter dans sa voiture, une voiture qu'il avait achetée et assurée, même si Tyler découvrirait le lendemain que l'assurance avait été annulée et que la carte grise était sur le point d'expirer. À 14 heures, le téléphone de Vince sonna. C'était Frank Rodriguez qui appelait d'un chantier. Vince, dit Frank, la voix tendue par l'inquiétude. On a un problème. Bobby vient d'arriver avec une ordonnance du tribunal affirmant avoir le droit d'inspecter nos travaux sur le projet Grandview. Quel genre d'ordonnance, demanda Vince, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Une sorte d'injonction d'urgence. Il prétend que nous avons utilisé des matériaux de qualité inférieure, que les travaux ne sont pas conformes aux normes. Ce genre de... Il a des avocats avec lui et tout. Vince sourit. Bobby paniquait, se raccrochait à n'importe quelle excuse, cherchant un moyen de riposter. C'était exactement ce à quoi Vince s'attendait. Frank, dit-il, fais-moi une faveur. Laisse-le inspecter tout ce qu'il veut. Accorde-lui un accès complet, une coopération totale. Assure-toi que les avocats voient tout ce qu'ils veulent voir. Tu es sûr? On dirait que c'est un problème. Croyez-moi, dit Vince, c'est exactement ce qu'on veut. Car ce que Bobby ignorait, c'est que Vince se préparait à ce scénario depuis des mois. Tous les matériaux utilisés sur le projet Grandview n'étaient pas seulement conformes aux normes. Ils les dépassaient largement. Chaque permis n'était pas qu'une simple ordonnance. Ces accusations étaient étayées par des documents redondants et des inspections indépendantes. Bobby ne trouverait absolument rien à redire à la construction, ce qui donnerait à sa manœuvre juridique désespérée l'apparence d'un homme désespéré. Plus important encore, la plainte déposée par Bobby constituerait un dossier public de ces accusations contre Morrison Construction, ce qui permettrait à Vince de déposer une contraction pour diffamation et ingérence abusive dans les relations commerciales. Cette contraction exposerait les pratiques commerciales de Bobby à la divulgation, révélant tous les raccourcis et toutes les entorses aux règles au fil des ans. Bobby pensait lancer une attaque. En réalité, il tombait dans un piège qui détruirait ce qui restait de sa crédibilité et de son entreprise. À 16 heures,
Vince recevait un appel de son avocat confirmant que l'enquête de l'EPA sur les projets de développement de Bobby avait officiellement commencé. Des enquêteurs fédéraux étaient déjà sur place, sur 2 des propriétés de Bobby, et un média local avait relayé l'affaire. Le soir même, Bobby efferait la une de tous les médias du comté. À 18 h, Linda a appelé. « Vince », dit-elle d'une voix caverneuse. « Je suis chez Bobby. Les agents fédéraux sont là. Ils vous posent des questions sur vous, sur Morrison Construction, pour savoir si vous avez participé au projet de Bobby. »« Et que leur dites-vous » demanda Vince. « La vérité. Que vous n'avez jamais travaillé avec Bobby, que vous avez toujours dit que son entreprise était négligente et lésinait les coûts. »« C'est la vérité. » Vince confirma. « Je n'ai jamais fait affaire avec Bobby et je n'en aurais jamais fait. »« Ils vont le détruire », dit Linda doucement. « Ils parlent d'accusations criminelles et de prison fédérale. »« J'imagine que oui. Ce n'est pas un homme mauvais, Vince. Il a fait des erreurs, mais il n'est pas méchant. » Vince réfléchit un instant. « Linda, dit-il enfin, Bobby a sciemment construit des lotissements résidentiels sur des terrains contaminés. Il a exposé des familles à des produits chimiques toxiques parce qu'une dépollution appropriée aurait réduit ses marges bénéficiaires. Comment appelleriez-vous cela ?» Linda resta silencieuse un long moment. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix n'était qu'un murmure. « Je veux rentrer à la maison. »« Ce n'est plus ta maison, » répondit Vince. « Ça ne l'a jamais vraiment été. Tu as juste vécu ici. Vince, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. On peut surmonter ça. » « Non, dit-il simplement. On ne peut pas. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Linda. On ne peut qu'y mettre fin. » En raccrochant, Vince regarda autour de lui la maison où il avait passé 15 ans à construire une vie avec des gens qui n'avaient jamais vraiment été de son côté. Demain, la démolition serait terminée. D'ici la fin de la semaine, Bobby serait poursuivi au niveau fédéral et ruiné. Tyler apprendrait à quoi ressemblait la vie sans filet de sécurité. Et Linda découvrirait que ses choix avaient des conséquences qu'elle n'avait jamais imaginées. Vince Morrison avait passé sa carrière à construire des choses durables. Maintenant, il apprenait que parfois, la chose la plus importante qu'on puisse construire était la destruction de ceux qui le méritaient. Chapitre 6, le jugement. Jeudi matin, Vince reçut des nouvelles qui dépassèrent même ses attentes. Bobby avait été arrêté à 6 h du matin pour fraude environnementale, complot en vue d'enfreindre la loi sur la qualité de l'eau et atteinte à la santé publique. L'arrestation avait été coordonnée avec des perquisitions dans ses bureaux et chantiers, où des agents du FBI avaient saisi des ordinateurs, des dossiers et des documents financiers datant de 5 ans. Vince a appris l'arrestation non pas par les informations, mais par Tyler, qui a appelé à 7 h du matin, complètement paniqué. « Papa, tu dois m'aider », a dit Tyler sans préambule. « Le FBI était à mon appartement ce matin. Il me pose des questions sur l'argent que Bobby m'a donné, pour savoir si j'étais au courant de ses pratiques commerciales. »« Bobby t'a-t-il donné de l'argent ?» a demandé Vince, même s'il se doutait déjà de la réponse. « Il m'a aidé plusieurs fois lorsque j'étais à court de loyer lorsque l'affaire des crypto-monnaies a mal tourné. Mais je ne savais rien des terrains contaminés, des infractions fédérales ou de tout ça. »« Combien d'argent, Tyler ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être 40 000 $ au total. Mais ce n'était rien d'illégal. C'était juste des prêts. Des prêts personnels entre amis. » Vince faillit rire. Tyler avait pris de l'argent à un homme qui couchait avec sa mère. De l'argent qui provenait probablement de contrats de développement frauduleux, et il fut surpris que les enquêteurs fédéraux trouvent cela intéressant. Tyler, Vince dit, tu as besoin d'un avocat, un bon, et tu dois arrêter de parler à qui que ce soit jusqu'à ce que tu en aies un. Je n'ai pas les moyens d'en payer un. Supprimer mon fonds fiduciaire. N'oublie pas, j'ai peut-être 3 cents $ à mon actif. Alors tu devrais probablement trouver un avocat commis d'office, répondit Vince. Ou peut-être demander au petit ami de ta mère de te recommander quelqu'un. Oh, attends. Il est en détention fédérale. C'est ta faute, explosa Tyler. Tu as fait ça. Tu as détruit Bobby pour te venger de maman. Et maintenant, je suis pris entre deux feux. Non, dit Vince calmement. C'est ta faute. Tu as pris de l'argent à un criminel, Tyler. Tu as pris de l'argent gagné illégalement à un homme qui détruit l'environnement et met en danger des familles pour le profit.
Le fait que tu ne saches pas qu'il était un criminel signifie simplement que tu es stupide, pas innocent. La voix de Tyler devint désespérée. Papa, s'il te plaît. Je sais que je suis en prison. Je sais que j'ai été une déception, mais je suis toujours ton fils. Tu ne peux pas me laisser traîner ici. Regarde-moi bien, dit Vince avant de raccrocher. À 9 heures, Vince se rendit au bureau de Morrison Construction pour finaliser la transmission de son entreprise à son associé et ami de longue date, Frank Rodriguez. C'était un partenariat dont il parlait depuis des années, et Frank avait l'expérience et l'intégrité nécessaires pour diriger l'entreprise avec succès. Plus important encore, Frank comprenait ses exigences et maintiendrait la réputation de qualité que Morrison Construction avait bâtie pendant 3 décennies. À la santé de la semaine, dit Frank en signant les derniers papiers. Bobby est en détention fédérale. Ton fils Tyler apparemment mêlé à une affaire de blanchiment d'argent. Et Linda. Eh bien, je suppose que Linda apprend ce que c'est que de choisir le mauvais cheval. C'est instructif, acquiesça Vince. Frank observa le visage de son ancien associé. Tu ne sembles pas surpris par tout ça. Moi, pas moi, Vince. Frank dit prudemment. Je te connais depuis 15 ans. Tu n'es pas le genre d'homme à se laisser prendre au dépourvu par la liaison de sa femme. Et tu n'es certainement pas le genre d'homme à laisser passer ça sans réagir. Vince signa le dernier document et le glissa sur le bureau. Frank, parfois, la meilleure réponse à la trahison est la patience. Ceux qui se croient plus intelligents que toi finiront par prouver le contraire. Frank hocha lentement la tête. Et parfois, ils le prouvent de façon spectaculaire. Parfois, oui, acquiesça Vince. À 11 heures, Vince reçut un appel de son avocat avec des nouvelles de l'affaire Bobbiet. L'enquête fédérale avait révélé des preuves d'un schéma de fraude environnementale impliquant plusieurs projets sur une période de 5 ans. Bobby risquait au moins 10 ans de prison fédérale s'il était reconnu coupable. Et le coût de la décontamination des propriétés contaminées pourrait dépasser les 20 millions de dollars, une somme que l'entreprise de Bobby ne possédait pas. Mais la véritable révélation était que l'enquête avait également révélé des preuves de corruption systématique. Bobby avait payé des inspecteurs locaux du bâtiment, des responsables environnementaux et des membres du conseil d'urbanisme pour qu'ils ferment les yeux sur les infractions et accélèrent les approbations. L'enquête pour corruption risquait de révéler des dizaines d'autres responsables et de déclencher une refonte complète du système de surveillance du développement du comté. C'est un désastre total pour toutes les personnes impliquées, a déclaré l'avocat à Vince. Elle est finie. Son entreprise est en faillite et la moitié du gouvernement du comté va faire l'objet d'une enquête fédérale. Quelle honte, dit Vince, sans paraître particulièrement contrarié. À 13 heures, Linda arriva à la maison. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 5 ans la semaine précédente. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient sales et ses vêtements de marque froissés. Elle ne ressemblait plus à la femme sûre d'elle qui s'était glissée dans son dos. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une femme d'âge mûr qui avait fait des choix catastrophiques et qui en assumait enfin les conséquences. Vince, dit-elle lorsqu'il ouvrit la porte, on doit parler de quoi, répondit-il, sans l'inviter à entrer. De ce qui va se passer maintenant, concernant Tyler? De la maison? De notre divorce? Notre divorce va être simple. Vince dit, tu vas récupérer exactement ce que tu as apporté à ce mariage, c'est-à-dire rien. La maison, l'entreprise, les investissements, tout ça reste avec moi. Ce n'est pas comme ça que le divorce fonctionne dans cet état, dit Linda, essayant de retrouver une partie de son ancienne défiance. J'ai droit à la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble. Nous n'avons rien construit ensemble, répondit Vince. J'ai tout construit pendant que tu le dépensais. Et tu vas découvrir qu'il est difficile de prouver sa contribution à un mariage de 30 ans quand on a passé les 18 derniers mois à commettre l'adultère avec un criminel fédéral. Le visage de Linda se décomposa. Tu vas vraiment me détruire avec ça. Linda, dit Vince patiemment, je ne te détruis pas. Tu t'es détruite toute seule. Je refuse juste de te sauver des conséquences. Et Tyler? Vas-tu vraiment laisser ton propre fils aller en prison? Tyler n'ira pas en prison, dit Vince. Il est trop petit pour que les procureurs fédéraux s'en soucient. Il sera probablement condamné à une probation et à des travaux d'intérêt général. À condition qu'il parvienne à les convaincre qu'il était simplement stupide et non malveillant. Et après? Qu'est-il censé faire de sa vie? Il est censé le découvrir tout seul, répondit Vince. Il a 23 ans, Linda.
Il est temps qu'il apprenne à être adulte. Linda le fixa un long moment, comme si elle le voyait clairement pour la première fois depuis des années. Tu as tout planifié, dit-elle doucement. L'enquête, les arrestations, le timing. Tu as tout orchestré. J'ai fourni des informations aux autorités compétentes. Vince a dit qu'ils avaient choisi ce qu'ils faisaient de ces informations. Tu as détruit la vie de Bobby. Bobby a détruit la sienne. Je l'ai juste documenté. La voix de Linda devint faible, presque enfantine. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Vince réfléchit sérieusement à la question. Tu as 45 ans, Linda. Tu as un diplôme universitaire et 18 mois d'expérience à mentir à des gens qui te faisaient confiance. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Il commença à fermer la porte, mais la voix de Linda l'arrêta. Je t'aimais, dit-elle désespérément. Au début, je t'aimais vraiment. Vince marqua une pause, regardant cette femme qui avait partagé son lit pendant 15 ans et sa vie pendant encore plus longtemps. Je sais que tu l'as fait, dit-il. Finalement. C'est ce qui rendait cette situation si impardonnable. En fermant la porte, Vince repensa à la destruction qu'il avait orchestrée la semaine précédente. Bobby était fini, risquant la prison fédérale et la ruine financière qui le suivrait jusqu'à la fin de ses jours. Tyler apprenait que les actes avaient des conséquences et que la patience de son père avait des limites. Et Linda découvrait que la trahison était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais ce n'était que le début. Le véritable jugement était encore à venir. Chapitre 7, l'effondrement. 2 semaines après l'arrestation de Bobby, l'ampleur du scandale était devenue évidente. L'enquête fédérale s'était transformée en une enquête multi-agences impliquant le FBI, l'EPA, l'IRS et le bureau du procureur général de l'État. 47 personnes avaient été arrêtées ou inculpées, dont 3 commissaires de comté, 5 inspecteurs des bâtiments et l'ensemble du conseil d'urbanisme. Les médias locaux le qualifiaient de plus grand scandale de corruption de l'histoire du comté. Vince suivait la couverture depuis son bureau, examinant méthodiquement ses dossiers et préparant la phase suivante de son plan. L'arrestation de Bobby avait été satisfaisante, mais ce n'était que le premier mouvement d'une symphonie destructrice plus vaste que Vince composait depuis des mois. Tyler avait réussi à éviter les poursuites fédérales, mais pas les conséquences. Incapable de se payer un avocat, il s'était vu assigner un défenseur public qui avait négocié un accord de plaidoyer exigeant une coopération totale avec les enquêteurs fédéraux, 2 ans de probation et des travaux d'intérêt général. Plus important encore, pour Vince, la coopération de Tyler avait inclus des déclarations détaillées sur les liens financiers de Bobby avec la famille Morrison. Des déclarations qui présentaient Tyler comme une victime de manipulation plutôt que comme un participant volontaire à la corruption. L'ironie n'échappa pas à Vince, la tendance naturelle de Tyler à s'apitoyer sur son sort et à rejeter la faute sur lui-même l'avait en réalité aidé à éviter la prison. Tyler s'est montré si convaincant et pathétique lors de ses entretiens avec les agents fédéraux qu'ils ont conclu qu'il était trop stupide et égocentrique pour participer à une quelconque conspiration. Linda avait emménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville et avait accepté un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire, son premier emploi rémunéré depuis 20 ans. Celle qui dépensait autrefois l'argent de Vince en vêtements de marque et en vacances onéreuses répondait désormais au téléphone pour $12 de l'heure et apprenait à gérer son budget de course. Mais Vince n'en avait pas fini avec tout ça. Un jeudi matin d'octobre, Tyler est arrivé à la maison sans prévenir. Il paraissait plus maigre que 2 semaines plus tôt, et son arrogance habituelle avait laissé place à une humilité presque totale. « Papa » a-t-il dit lorsque Vince a ouvert la porte. « J'ai besoin de te demander quelque chose. »« Demande-moi » répondit Vince, sans l'inviter. « Le savais-tu » demanda Tyler. « Quand tu as planifié tout ça, quand tu as piégé Bobby et détruit la vie de maman, savais-tu que j'allais être mêlé à tout ça ?» Vince réfléchit à la question. « Oui. » Le visage de Tyler devint blanc. « Tu savais que le FBI enquêterait sur moi. »« Je savais que quiconque prendrait l'argent de Bobby et serait scruté, » dit Vince. « Je savais aussi que tu lui avais pris de l'argent parce que je surveille tes activités financières depuis tes 18 ans. Tu m'espionnes depuis 5 ans. Je te surveille depuis 5 ans. » Vince corrigea. « Il y a une différence. Et ce que j'ai vu, c'est un jeune homme sans jugement, sans maîtrise de soi et sans aucune compréhension des conséquences. » La voix de Tyler se brisa. « Alors, tu as décidé de m'apprendre les conséquences en détruisant ma vie. »« J'ai décidé d'arrêter de te protéger des conséquences de tes propres choix, » répondit Vince. « Tout ce qui t'est arrivé, Tyler, était le résultat de
Les décisions que tu as prises. J'ai juste arrêté de nettoyer le désordre. J'aurais pu aller en prison. Oui, Vince était d'accord. Tu aurais pu. Le fait que tu ne l'aies pas fait témoigne de la compétence de ton avocat et de la clémence du procureur fédéral, pas de ton innocence. Tyler fixa son père un long moment, et Vince vit les rouages tourner dans la tête de son fils tandis qu'il essayait d'assimiler la réalité de sa situation. « Tu me détestes vraiment ?» dit finalement Tyler. « Non » dit Vince. « Je ne te déteste pas, la haine exige un investissement émotionnel, et je n'ai plus aucun investissement émotionnel pour toi. » La brutalité de cette déclaration frappa Tyler comme un coup physique. « Je suis ton fils. Tu es un homme qui partage mon ADN et mon nom de famille, » répondit Vince. « Au-delà de ça, nous n'avons rien en commun. » Le sang-froid de Tyler finit par se fissurer complètement. « Papa, s'il te plaît. Je sais que je suis déçu. Je sais que j'ai été une déception, mais je peux changer. Je peux faire mieux. » Non, dit simplement Vince. Tu ne peux pas. Parce que le changement exige du caractère, et le caractère exige la capacité d'assumer la responsabilité de ses actes. Tu viens de passer 5 minutes à essayer de me rendre responsable des conséquences de tes propres choix. Alors, que suis-je censé faire, demanda Tyler. Comment suis-je censé vivre en sachant que mon propre père me considère comme un bon à rien? Vince réfléchit un instant à cette question. Tyler, dit-il finalement. Ces 23 dernières années, tu as vécu avec mon soutien financier, mes relations et ma protection contre les conséquences. Maintenant, tu vas apprendre à quoi ressemble la vie quand il faut gagner tout ça tout seul. Et si je n'y arrive pas, alors tu échoueras, dit Vince. Et ce sera ton choix, pas le mien. Alors que Tyler s'éloignait, Vince ne ressentit aucune satisfaction, aucun triomphe, aucun sentiment de justice. Il ne ressentait que la froideur de l'accomplissement d'une tâche nécessaire. Tyler avait eu tous les avantages de la vie et avait choisi de les gâcher. Il n'y avait plus qu'à le laisser affronter le monde selon ses propres conditions. Cet après-midi-là, Vince reçut un appel de son détective privé lui donnant des nouvelles de Bobby Hay. Les ennuis judiciaires de Bobby s'étaient multipliés, au-delà des accusations fédérales. Les familles touchées par les projets contaminés avaient intenté un recours collectif pour obtenir des dommages et intérêts pour problèmes de santé et dépréciation immobilière. Plusieurs associations environnementales s'étaient jointes à la plainte pour dommages et intérêts punitifs et réclamaient des poursuites pénales au niveau de l'État et au niveau fédéral. Mais le développement le plus intéressant était personnel. L'épouse de Bobby avait demandé le divorcer. Demandé une ordonnance restrictive d'urgence, affirmant que Bobby était devenu violent et menaçant à mesure que ses ennuis judiciaires s'accumulaient. Elle demandait également la garde exclusive de leurs 2 enfants et les avait fait déménager chez ses parents. Ça va mieux, expliqua l'enquêteur. Les associés de Vince ont tous intenté des poursuites pour dissoudre leur partenariat et récupérer leurs investissements. Les actifs de son entreprise sont en cours de liquidation pour payer les frais juridiques et les frais de transaction, et l'IRS a gelé ses comptes personnels dans l'attente d'une enquête pour fraude fiscale. Comment se porte-t-il personnellement, demanda Vince. Pas bien. Mes sources disent qu'il boit beaucoup, dort à peine et passe le plus clair de son temps avec des avocats qui lui facturent $300 de l'heure pour lui raconter comment il va. Vince remercia l'enquêteur et raccrocha, satisfait que Bobby ait subisse de plein fouet les conséquences qu'il avait évitées pendant des années. Les hommes comme Bobby partaient du principe que leur richesse et leurs relations les rendaient intouchables. Découvrir que cette supposition était fausse était toujours une expérience dévastatrice. Ce soir-là, Linda appela. « Vince », dit-elle d'une voix plus faible qu'il ne l'avait jamais entendue. « Tyler m'a parlé de votre conversation d'aujourd'hui. »« Vraiment ?» Il dit lui avoir dit, « Tu n'as plus aucun intérêt émotionnel pour lui. » C'est exact. Linda resta silencieuse un long moment. « C'est ce que tu ressens pour moi aussi ?» Vince réfléchit attentivement à la question. « Linda, dit-il finalement, tu as été ma femme pendant 15 ans. Tu as été la mère de mon enfant, ma partenaire dans la construction de notre vie commune. Je t'aimais profondément et je te faisais une confiance absolue. Et maintenant, tu es une étrangère qui vivait chez moi. » Il l'entendait pleurer doucement à l'autre bout du fil. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je suis désolé, Vince. Je suis tellement désolé pour tout. Je sais que tu le hais, répondit-il. Mais les excuses ne réparent pas une trahison, Linda. Elles la reconnaissent simplement. En raccrochant,
Vince réalisa que la phase de destruction de son plan était presque terminée. Bobby risquait des décennies de prison et la ruine financière. Tyler apprenait à vivre sans filet de sécurité. Linda découvrait ce que signifiait l'indépendance lorsqu'on repartait de 0 à 45 ans. Mais il restait encore un acte à jouer. Une dernière leçon à enseigner sur le prix de la trahison et le coût de la présomption que le silence de Vincent Morrison était synonyme de faiblesse. Le jugement était presque rendu. Chapitre 8. Le coup final. Le printemps arriva tôt dans le comté et avec lui, le point culminant des poursuites fédérales qui avaient occupé l'actualité locale pendant des mois. Bobby avait plaidé coupable à 14 chefs d'accusation fédéraux en échange d'une peine recommandée de 12 ans de prison fédérale et de la confiscation de tous ses actifs commerciaux. L'audience de plaidoyer était prévue un mardi matin d'avril et Vince comptait y assister. Il arriva tôt au tribunal fédéral, s'asseyant au fond de la galerie pour observer sans attirer l'attention. La salle d'audience se remplit peu à peu de journalistes, d'agents du FBI, de procureurs fédéraux et d'une poignée d'anciens associés de Bobby qui avaient réussi à échapper aux poursuites. Bobby ne ressemblait en rien à l'homme sûr de lui et arrogant qui avait assisté à la fête de départ à la retraite de Vince 8 mois plus tôt. Il avait perdu au moins 14 kilos. Ses costumes coûteux avaient été remplacés par un uniforme d'avocat commis d'office mal ajusté, et ses cheveux, autrefois parfaits, commençaient à grisonner à la racine. Lorsqu'il entra dans la salle d'audience, menotté, entouré d'agents fédéraux, il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme brisé confronté à la destruction de tout ce qu'il avait passé sa vie à construire. L'audience fut brève et procédurale. Bobby répondit aux questions du juge d'une voix calme et abattue, confirmant sa compréhension des accusations et sa décision de plaider coupable. Lorsqu'on lui demanda s'il souhaitait faire une déclaration avant la condamnation, il déclina. Mais alors qu'on l'emmenait menotté, son regard croisa Vince dans la galerie. Pendant un instant, les deux hommes se fixèrent du regard de l'autre côté de la salle d'audience. L'expression de Bobby était un mélange de rage, de défaite et de quelque chose qui aurait pu être du respect. Il savait exactement qui était responsable de sa chute, et il savait qu'il ne pouvait rien y faire. Vince hocha la tête, un geste qui témoignait de la reconnaissance de Bobby sans jubilation. Puis Bobby disparut, emmené pour purger une peine de prison fédérale qui allait occuper le reste de sa vie productive. À la sortie du tribunal, Vince fut abordé par un jeune journaliste du journal local qui couvrait le scandale de corruption. « Monsieur Morrison, dit-elle, je suis Rebecca Santos, du Grandview Gazette. Puis-je vous poser quelques questions sur l'affaire et... » Je ne sais pas trop quoi vous dire d'utile, répondit poliment Vince. Plusieurs sources ont indiqué que les rapports environnementaux de votre entreprise ont joué un rôle déterminant dans le déclenchement de l'enquête fédérale. Et il y a des allégations selon lesquelles il aurait ciblé votre entreprise pour l'acquérir dans le cadre de ses plans d'expansion. Vince sourit légèrement. Mademoiselle Santos, je travaille dans le secteur de la construction depuis 30 ans. Au cours de cette période, j'ai appris que le plus important est de maintenir des normes élevées et de tout documenter soigneusement. Parfois, cette documentation s'avère utile de manière inattendue. Êtes-vous en train de dire que vous saviez que enfreignait les réglementations environnementales? Je dis que toute personne ayant fait des affaires dans ce comté et prêtant attention aux détails aurait remarqué des irrégularités dans l'approbation et l'exécution de certains projets, répondit Vince. La question est de savoir s'ils ont choisi d'agir. Le journaliste a griffonné des notes avec frénésie et vous avez choisi d'agir. J'ai choisi de fournir les informations pertinentes aux autorités compétentes. Vince a déclaré que la décision leur appartenait. Qu'en est-il de l'aspect personnel? Et aurais-tu une liaison avec votre ex-femme? L'expression de Vince est restée inchangée. Mademoiselle Santos, ma vie privée est privée, mais je dirais ceci. La personnalité d'un homme ne se révèle pas par ce qu'il fait sous les yeux des autres, mais par ce qu'il fait quand il pense que personne ne le découvrira. La journaliste leva les yeux de ses notes. Parlez-vous de et ou de vous? Je parle de nous deux, répondit Vince. Ce soir-là, Vince se rendit en voiture à l'appartement de Tyler. Son fils vivait dans une résidence délabrée du mauvais côté de la ville, partageant un 2 pièces avec un colocataire trouvé sur Craigslist. C'était loin du luxe dont il avait bénéficié en grandissant, mais c'était ce que Tyler pouvait se permettre avec le salaire du travail dans le bâtiment que Frank Rodriguez lui avait confié à contre-cœur. Tyler ouvrit la porte dans des vêtements de travail sales, du fait de son travail honnête. Les 8 derniers mois l'avaient transformé à un point que Vince ne pouvait pas imaginer. Je ne m'y attendais pas. Les subtiles nuances du privilège avaient été effacées par la nécessité,
et il y avait quelque chose dans le regard de son fils qui n'y était pas auparavant. Le début d'un respect de soi gagné par l'effort plutôt que par le sentiment d'avoir droit à quelque chose. « Papa » dit Tyler, la surprise perceptible dans sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je voulais voir comment tu allais » répondit Vince. Tyler s'écarta pour le laisser entrer. L'appartement était petit et meublé à la va-vite, mais il était propre et bien rangé. Vince pouvait voir des manuels sur une table près de la fenêtre. Tyler suivait apparemment des cours du soir en gestion du bâtiment. « Je m'en sors bien » dit Tyler en suivant le regard de son père vers les livres. « Frank m'a appris le métier depuis le début. En commençant par le bas, en apprenant comment les choses fonctionnent réellement au lieu de simplement en parler. Comment trouves-tu ça ?» Tyler réfléchit à la question. « C'est dur, plus dur que je ne le pensais, mais c'est honnête. Tu sais, quand je suis en haut, c'est de ma faute. Et quand je fais du bon travail, je le mérite. » Ils restèrent là, dans un silence gêné, pendant un moment. Un instant avant que Tyler ne reprenne la parole. « J'ai vu les informations sur la condamnation de Bobby. 12 ans. Oui. Êtes-vous satisfait de votre vengeance ?» Vince réfléchit à la question. « Tyler, dit-il finalement. Il n'a jamais été question de vengeance. Il s'agissait de conséquences. Bobby a passé des années à rogner sur les coups, à enfreindre les règles et à mettre des personnes en danger pour le profit. Ses actes ont eu des conséquences, et il a finalement dû les affronter. Et maman et moi. Quelles sont nos conséquences ? Les conséquences pour ta mère, c'était pour avoir trahi son mariage et sa famille, répondit Vince. Tes conséquences, c'était pour avoir pris l'argent d'un criminel et avoir supposé que je serais toujours là pour réparer tes erreurs. Tyler hocha lentement la tête. Et maintenant, tu apprends à être un homme plutôt qu'un enfant, dit Vince. C'est un travail difficile, mais c'est le travail le plus important que tu feras jamais. Tyler resta silencieux un long moment. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était différente, plus mature que Vince ne l'avait jamais entendue. Papa, dit-il, je sais que je n'ai pas le droit de demander ceci, et je sais que je ne l'ai pas gagné, mais y a-t-il une chance que nous puissions avoir une relation un jour ? Eh bien, j'ai prouvé que j'ai changé. Vince a étudié le visage de son fils, à la recherche de signes de manipulation ou de faux sentiments. Mais ce qu'il a vu était une véritable incertitude et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Tyler, dit-il avec soin, le changement n'est pas quelque chose que vous prouvez avec les mots. C'est quelque chose que vous démontrez avec les actions au fil du temps de manière cohérente. Si vous pouvez le faire, si vous pouvez devenir un homme de caractère et d'intégrité, nous pouvons parler d'avoir une relation. Combien de temps ? Demanda Tyler. Tant qu'il faut, Vince a répondu. Alors qu'il rentrait chez lui, Vince a réfléchi à la conversation. Tyler commençait à comprendre la différence entre le privilège et le respect, entre le droit et le gain. Il était possible que la destruction de sa vie confortable le sauve à la fin. Linda, en revanche, était entièrement une histoire différente. Elle a appelé plus tard dans la soirée. Vince, a-t-elle dit, j'ai entendu parler de la condamnation de Bobby aux nouvelles. Avez-vous ? 12 ans. Il aura 60 ans quand il sortira. S'il sort. S'il purge sa phrase complète. Oui. Linda était silencieuse un instant. Je suis allé le voir avant l'audience pour dire au revoir. Comment est-il brisé ? Dit-elle tout simplement complètement brisé. Il continue de parler de la façon dont vous l'avez détruit, comment vous avez tout planifié, comment vous êtes une sorte de cerveau criminel. Et que pensez-vous ? Je pense que Linda a dit lentement que vous êtes exactement qui vous avez toujours été. Vous venez d'arrêter de nous protéger des conséquences de nos choix. C'était Vince réalisait que la chose la plus perspicace que Linda avait dit depuis des années. Linda, a-t-il dit, je veux que vous compreniez quelque chose. Qu'est-il arrivé à Bobby ? Qu'est-il arrivé à Tyler ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Rien de tout cela n'était une punition. C'était juste le résultat naturel des choix que vous avez faits. Je sais, dit-elle doucement. Je comprends enfin cela. Bon, répondit Vince. Comprendre les conséquences est la première étape vers de meilleurs choix. Après avoir raccroché, Vince s'est versé un whisky et s'est assis dans son bureau à domicile, regardant le jardin où Linda avait diverti ses amis de club de lecture avec des histoires sur son mariage parfait. La maison était calme maintenant, paisible d'une manière qu'elle ne le faisait pas depuis des années.
Vincent Morrison avait passé 8 mois à détruire systématiquement la vie de tous ceux qui l'avaient trahi. Mais alors qu'il était assis dans le silence de sa maison vide, il s'est rendu compte que la destruction n'avait jamais été le but. Le but avait été la vérité. La vérité sur le caractère, les conséquences et le prix de la trahison. Certaines leçons ne pouvaient être apprises que par la dévastation. Et certaines personnes ne pouvaient trouver la rédemption qu'après avoir perdu tout ce qu'ils pensaient apprécier. Le calcul était terminé. Chapitre 9. La nouvelle fondation. Un an après la condamnation de Bobbiet, Vincent Morrison se tenait sur le chantier de construction de son dernier projet, un centre communautaire dans la partie de la ville où Tyler vivait maintenant. Ce n'était pas un projet de construction Morrison. Vince s'était officiellement retiré de l'entreprise qu'il avait construite sur 30 ans. Mais il avait personnellement financé le centre communautaire et supervisait sa construction en tant que projet de bénévolat. L'ironie n'a pas été perdue pour lui qu'il construisait quelque chose dans le quartier où son fils avait appris à reconstruire sa vie à partir de zéro. Tyler est arrivé sur le site à l'heure du déjeuner, comme il l'a fait la plupart du temps lorsque son horaire de travail le permettait. Il avait été promu 2 fois au cours de la dernière année, gagnant une reconnaissance.